à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un manga qui est quand même très populaire, qu'il était déjà à l'époque où il est sorti, c'est toujours le cas aujourd'hui. Quelque part c'est un peu une œuvre qui, j'ai l'impression, traverse les générations. Il s'agit de Death Note. Death Note est un manga qui est sorti en 2003, dessiné par Takeshi Obata et qui est écrit par Tsugumi Oba. De quoi parle Death Note? Le concept est simple. Vous avez un lycéen surdoué qui s'ennuie en classe et qui, lorsqu'il regarde par la fenêtre, voit tomber un carnet dans la cour. Bon, il va voir le carnet et il se rend compte que ce carnet à la reliure noire où il est écrit en blanc Death Note permet de tuer n'importe qui pourvu que vous en écriviez le nom. Donc notre héros, qui s'appelle Light Yagami, ou Raito en japonais, au début ne croit pas vraiment au pouvoir du carnet, et bon, poussé un petit peu par la curiosité, il commence à écrire des noms, et il se rend compte que cela marche. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien notre héros, enfin pas vraiment un héros, je ne pense pas, notre personnage principal, va commencer à utiliser ce carnet pour débarrasser la planète de tous les criminels. Et très rapidement, et d'ailleurs c'est quelque chose qui va le dépasser mais qui va ensuite se réapproprier, les gens vont commencer à l'appeler Kira. Kira qui dérive de killer, et au nom justement de toutes ces morts mystérieuses qui vont commencer à sévir, où beaucoup de criminels, comme par hasard, vont mourir d'une crise cardiaque. Et donc Kira, ça va devenir au fond la persona, l'identité qu'il va adopter en secret, pour pouvoir justifier à la fois ses meurtres, mais également faire une sorte d'autopromotion de lui comme étant une divinité. Donc le but de cette vidéo, c'est à la fois de, si je peux me permettre, disséquer le personnage de Light Yagami sur, au fond, qu'est-ce que ce personnage entend par vraie justice quand il dit qu'il veut faire régner la vraie justice dans le monde. Et ensuite, il s'agira aussi de donner un peu plus de profondeur philosophique au personnage en convoquant des auteurs, notamment Platon et Hegel. Déjà, il est nécessaire et important de clarifier les choses et de clarifier les concepts, comme en dissertation. Si on parle de vraie justice, bien entendu, cela signifie qu'il y aurait une fausse justice. Premier point, la vraie justice de Light, qui, je vous le rappelle, consiste à tuer immédiatement n'importe quel criminel, donc en écrivant leur nom, et au bout de 40 secondes, il meurt d'une crise cardiaque. Est-ce que cette justice pourrait s'appeler une justice vengeresse? S'agit-il d'une vengeance de la part de Light? La réponse est non. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de vengeance, il s'agit en vérité, donc, de manière populaire, derrière la vengeance, on entend l'idée de vouloir se faire justice soi-même. Or, quand on veut se venger, c'est que, à l'origine, à la base, nous avons été lésés, blessés par une personne. Et donc, se venger, c'est vouloir réparer l'offense par soi-même. Mais en vérité, Light n'a été blessé par personne. Deuxième point, est-ce que du coup la justice de Light, c'est quelque chose qui va venir compléter la justice officielle instituée dans les tribunaux, à travers les juges, etc. La réponse est non. Pourquoi? Tout simplement parce que justement cette justice officielle, qui est notre justice, bien entendu, est jugée par Light trop lente, impuissante, surchargée par des formalités bureaucratiques et qui même laisse filer la plupart des criminels. Alors du coup, troisième point, qu'est-ce que la vraie justice que défend Light du début à la fin dans toute la série et dans tout le manga? Donc si on analyse dans le détail cette vraie justice, on peut isoler 3 procédés qui vont nous permettre de l'identifier. Petit 1, l'épuration de la justice de tous ces apparats, de tous ces mécanismes institutionnels et fonctionnels pour n'en garder qu'une seule chose. Cette chose, c'est le pouvoir de punir. Deuxième élément, une fois qu'on a épuré la justice pour n'en garder que le pouvoir de punir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va même réduire ce pouvoir de punir à un pouvoir de vie ou de mort. Et enfin, troisième point, qui est pour moi peut-être le plus intéressant au sein de la série, c'est une fois qu'on a épuré la justice de tous ces appareils, une fois qu'on a réduit le pouvoir de punir au seul droit de vie ou de mort, ce qu'on va faire, c'est qu'on va hyper médiatiser ce pouvoir de vie ou de mort au sein de la société.
Autrement dit, on va avoir voilà, un porte-parole officiel, des messages qui seront retransmis dans les médias, où au fond, l'objectif de Kira, c'est de faire planer la menace constante d'un châtiment divin sur n'importe qui. Et donc, quelque part, cette hyper-médiatisation du pouvoir de vie ou de mort, en vérité, s'agissant d'un nouveau monde, avec un dieu, ça donne en vérité une vision assez dictatoriale du nouveau monde que Light entend créer. C'est-à-dire qu'on veut faire peur aux gens, avec la menace de dévoiler le nom de quelqu'un s'il se conduit mal. Donc beaucoup de délations en vérité qui peuvent exister dans ce monde-là. Donc une dictature qui se base non pas sur un chef dont on connaît le visage, un dictateur, mais une sorte de divinité anonyme qui ne parle que par message. Donc c'est vraiment... quand Kira parle, c'est comme si on avait dans la télévision une parole révélée. Et donc ce nouveau monde que Light désire ardemment, c'est à la fois un mélange de dictature, peut-être un peu de monarchie absolue au sens où ce serait le seul à décider du cours du monde, et enfin aussi ce qu'on pourrait appeler une forme de théocratie, où la théocratie signifie non pas comme la démocratie le pouvoir qui est donné au peuple, ou comme l'aristocratie le pouvoir qui est donné aux meilleurs, mais le pouvoir qui émanerait de Dieu. Cette idée de corruption du pouvoir, c'est clairement ce qui est à la fois au cœur de Death Note et également l'enjeu d'un récit que nous livre Platon dans son plus grand livre, sans doute qui est La République, qui est le récit de l'anneau de Gygès. Gygès est un berger qui vit en Lydie, et donc Gygès le Lydien, un jour, alors qu'il est dans son troupeau et qu'il a beaucoup plu, il trouve un anneau magique. Et bon, il prend l'anneau, il commence à regarder un petit peu, et il se rend compte que quand il tourne un peu la bague, celle-ci lui permet de devenir invisible. Qu'est-ce qu'il va faire de ce pouvoir qui, comme pour Light, lui est tombé de nulle part? Ayant compris cela, il aurait mis la bague à l'épreuve pour voir si elle avait réellement ce pouvoir. Dès qu'il s'en serait aperçu, il aurait fait en sorte d'être parmi les messagers qui allaient auprès du roi, et une fois là-bas, ayant commis l'adultère avec la femme du roi, aurait comploté avec elle pour tuer le roi et ainsi s'emparer du pouvoir. À coup sûr, on pourrait affirmer avoir là une preuve éclatante que personne n'est juste de son plein gré. Comment interpréter et qu'est-ce qu'on peut tirer de ce fameux texte sur l'anneau de Gygès? Premier point, cette fameuse question de la corruption absolue d'un pouvoir absolu. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce récit nous montre que une personne ordinaire qui mène sa vie tranquillement de berger, lorsqu'elle trouve un pouvoir qui dépasse l'entendement et qui bien sûr dépasse les facultés humaines, quand elle trouve un tel pouvoir, il y a très peu de chances qu'elle s'en serve à de bonnes fins. Et d'ailleurs le cœur et de ce récit et de la République quasi dans son intégralité tourne autour du fait que est-ce que respecter la justice est une chose profitable pour les hommes, et si elle est profitable, est-ce qu'elle vient d'une contrainte de la société, une contrainte sociale, ou est-ce que cela vient d'un naturel qui nous pousserait à être juste? Dans ce récit, en vérité, on se rend compte que dès lors qu'on serait pourvu du pouvoir de disparaître aux yeux des autres, et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire être capable de faire ce que l'on veut, sans être vu. Dès lors qu'on aurait ce pouvoir, forcément, on en abuserait parce qu'on serait peut-être enfin soustrait au regard de la société. Si personne ne me voit commettre des crimes, pourquoi ne pas en profiter? Dire ça, en vérité, c'est sous-entendre l'idée selon laquelle l'injustice est plus profitable pour les hommes que la justice. Et bien sûr, tout l'enjeu de la République et de Platon, c'est de démontrer l'inverse, qu'on a plus à gagner en respectant la justice qu'en voulant profiter de l'injustice. Deuxième point, on va analyser un texte de Hegel. Donc Hegel est un philosophe allemand du 19e siècle,
mais on va s'intéresser à un texte de Hegel sur le rapport entre vengeance et justice. La force et la violence sont d'autant plus menaçantes qu'elles s'appuient sur la passion spontanée de justice. Tel est le cas du sentiment de vengeance qui, même quand il se donne l'allure de la justice, œil pour œil, dent pour dent, est dans sa logique négation de la justice. Le châtiment prend toujours la forme de la vengeance dans un état de la société où n'existe encore ni juge ni loi. La vengeance reste insuffisante car elle est l'action d'une volonté subjective et de ce fait n'est pas conforme à son contenu. Les personnes qui composent un tribunal sont certes encore des personnes, mais leur volonté est la volonté universelle de la loi et elles ne veulent rien introduire dans la peine qui ne soit pas dans la nature de la chose. Pour celui qui a été victime d'un crime ou d'un délit, par contre, la violation du droit n'apparaît pas dans ses limites quantitatives ou qualitatives, mais elle apparaît comme une violation du droit en général. C'est pourquoi celui qui a été ainsi lésé peut être sans mesure quand il use de représailles, ce qui peut conduire à une nouvelle violation du droit. La vengeance est perpétuelle et sans fin chez les peuples non civilisés. Comment comprendre ce texte? On peut s'arrêter déjà et surtout à la fameuse expression qui est à court au début du texte, à savoir la question de la passion spontanée de la justice. Une passion spontanée, c'est une chose qui va nous diriger, qui va nous envahir immédiatement, sans qu'on y réfléchisse, et on va agir conformément à cette passion. A contrario, une conception réfléchie, ce ne sera pas une chose immédiate, comme la passion, mais une chose médiate, médiatisée. C'est-à-dire qu'il y aura toute une dimension d'intermédiaire et de la raison et de l'intervention d'autres personnes. Par exemple, dans un tribunal, on a bien un certain nombre de médiations, donc à la fois plusieurs personnes qui vont juger d'une affaire, un juge, un avocat, donc des pouvoirs et des contre-pouvoirs qui vont faire que, au fond, le verdict qui sera rendu sera rationnel au sens où il aura été réfléchi, débattu et médiatisé. Donc dans le cas de la vengeance, celui qui cherche à se venger, c'est donc celui qui est lésé par le crime qui a été commis, va suivre et seulement suivre sa passion spontanée de la justice. Bien souvent, celle-ci se caractérise par un sentiment d'une injustice flagrante par rapport à un crime. Il faut que le criminel paie coûte que coûte. Sauf que pour Hegel, dans cette situation de la vengeance, où c'est l'individu particulier et lésé qui veut chercher à rendre justice, celui-ci en fait va, malgré lui, être confronté à une forme de gouffre, d'écart incommensurable entre deux choses. Première chose, c'est sa particularité en tant qu'individu, qui est donc doté d'une volonté particulière, celle de vouloir rendre justice. Deuxième chose, et c'est ce à quoi il va s'attaquer, c'est ce que Hegel appelle le droit en général, c'est-à-dire le principe même du droit qui est censé rendre justice. Sauf que dans cet écart, l'individu ne va pas considérer ce qui lui est arrivé selon les délimitations qualitatives et quantitatives qui sont régies par le droit. Par exemple, si j'ai été cambriolé, ou si par exemple je suis victime de cyberharcèlement, ce qui va se passer c'est que je vais en vouloir à une personne, je vais aussi du coup me référer à mon idée du droit en général, et non pas me limiter à ce que dit la loi dans ces cas particuliers. Et quelque part, cette compréhension de l'écart, du gouffre entre un individu particulier dans sa quête de justice et un droit en général, peut nous permettre de comprendre ou d'interpréter la frénésie avec laquelle Light Yagami se conduit. Quelque part, et quoi qu'il en dise, on n'aura jamais fini de se débarrasser des criminels dans l'élaboration du nouveau monde. En effet, si on reprend l'analyse de Hegel mais appliquée à Kira, à Light Yagami, on voit bien qu'il y a un écart incommensurable qu'on ne peut pas franchir ni résorber entre le monde qu'il veut, donc cette utopie d'un monde sans crime, ça c'est sa volonté particulière, et de l'autre, ce qu'il faut faire pour y parvenir, à savoir l'éradication de tous les criminels. Et au nom de cet écart entre la volonté particulière de Light et le caractère universel du monde qu'il veut fonder, on peut d'ores et déjà dire que, contrairement d'ailleurs à ce qu'il peut affirmer dans la série, Light ne s'arrêtera jamais.
Dernier point sur lequel je voudrais insister par rapport à la portée philosophique de Death Note, c'est la question même de la légitimité de la peine de mort comme sentence propice pour faire un monde nouveau où régnerait la prétendue vraie justice. Pour cela, on va s'aider d'un philosophe contemporain qui s'appelle Avishai Margalit, qui a écrit un livre très intéressant qui s'intitule La société décente. Margalit s'interroge dans son livre sur non pas ce qu'il faudrait pour qu'une société soit juste, mais il va penser un cran en dessous de ce qui serait nécessaire pour qu'une société soit décente. Pour lui, la décence correspond à l'idée selon laquelle on parviendrait à supprimer toute forme d'humiliation morale entre les citoyens, de la part du gouvernement par rapport aux citoyens, et entre les citoyens entre eux. Le critère que j'aimerais proposer pour justifier le respect envers les humains est fondé sur une aptitude. Cette aptitude est celle de réévaluer sa vie à n'importe quel moment, de même que la capacité à changer sa vie à partir de ce moment-là. Ce qui est ici en jeu est la capacité des êtres humains à se repentir de leurs péchés, au sens séculaire de ce concept, c'est-à-dire à renoncer à leurs mauvaises actions. L'idée étant que les humains ont cette capacité. Même s'il existe de sensibles différences entre les gens, quant à leur aptitude au changement, ils méritent du respect à cause de la possibilité même de changer. Même les pires criminels sont dignes du respect humain fondamental à cause de la possibilité qu'ils puissent radicalement réévaluer leur vie passée et, si on leur donne la possibilité, vivre le reste de leur existence dans la dignité. Nous ne parlons pas ici de l'honneur que les gens méritent pour leurs œuvres. Accorder le respect sur la base du changement possible, c'est privilégier ce que les gens peuvent faire dans le futur plutôt que ce qu'ils ont accompli dans le passé. Respecter les humains signifie donc ne jamais condamner définitivement quelqu'un, car tous les hommes sont capables de vivre d'une manière dramatiquement différente de celle qu'ils avaient connue jusque-là. Contre la peine de mort, Margalit ici défend l'idée selon laquelle les hommes et les femmes peuvent dramatiquement, radicalement changer leur mode de vie. Si on condamne une personne à mourir, quelque part, on va lui refuser cette capacité qui serait celle d'un être rationnel de pouvoir changer de vie, de s'amender et de vivre autrement qu'elle n'a vécu. Et quelque part, c'est parier, en effet, sur l'avenir plutôt que rester focalisé sur le passé. Et précisément, l'individu qui veut se venger, par exemple, si on reprend cet exemple, c'est quelqu'un qui ne voit que le passé. Il ne voit qu'un passé qu'il faudrait réparer, qu'il faudrait honorer, et jamais la question de l'avenir, de la rédemption et même du pardon n'est posée. Cette possibilité d'être capable de changer renvoie à un concept qui est inventé par Amartya Sen, qui est un grand penseur et économiste contemporain, c'est ce qu'il appelle la capabilité. La capabilité, c'est une possibilité que les gens peuvent réaliser au cours de leur vie. Seulement, il faut leur donner, en effet, les moyens pour que ces personnes-là puissent avoir l'occasion et même l'opportunité de concrétiser leurs projets, par exemple. Or, précisément, nier cette capacité des êtres humains au nom d'une prétendue vraie justice, quelque part, concrètement, c'est faire preuve de la plus grande des injustices. La fin, aussi louable soit-elle, justifie-t-elle tous les moyens ?